Emma Lebaille, mes essentiels avec... Mathieu Camille Collin. Bonjour Mathieu, ravie de Bonjour. vous rencontrer aujourd'hui via cet écran interposé. Oui, Je vous complètement. propose qu'on commence dans le vif du sujet, qu'on fasse un petit bond en arrière. On remonte à il y a presque un an, en mars 2020, et je vais vous demander de me raconter quelle était votre vie d'avant, comment ça se passait au quotidien dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, je voyais beaucoup de monde puisque je suis photographe. Je travaille à la maison, j'ai un studio et je travaille également beaucoup en portrait d'artistes, d'événements culturels, de festivals, de concerts, de plateaux télé. Et donc, je bougeais beaucoup, voilà, entre les séances à la maison, au studio, pour des particuliers, pour des comédiens, pour des books ou autres portraits, et régulièrement des déplacements en France, à l'étranger, pour aller faire également ou des portraits ou suivre des événements culturels, voilà, festivals, concerts, dans les salles parisiennes ou françaises. Donc, c'était vraiment un bon équilibre entre rester chez soi et aller découvrir d'autres univers physiques. Par rapport à cette dimension créative qui occupe votre quotidien d'artiste, photographe, comment vous la décririez, cette création? En quoi elle est essentielle pour vous? Quelle place elle prend dans votre fort intérieur? Voilà, déjà, c'est le mot, elle est essentielle. On arrive à un moment de sa vie, en tout cas me concernant, aux environs de la quarantaine, où je savais ce que je ne voulais plus faire, avoir un rythme de travail régulier. Ça, je n'y arrivais plus. Et j'avais besoin, vraiment physiologiquement besoin, de créer à mon rythme. Sans être feignant, bien évidemment. Moi, si je travaille 3 jours d'affilée sans dormir, il n'y a aucun problème. Mais la surprise et l'inconnu fait que, justement, ça peut être quelque chose qui, moi, m'anime et me remplit. J'aime pas savoir à l'avance ce que je vais faire. Et j'aime bien avoir les petites surprises qu'on dissémine un petit peu comme ça sur les pages de l'agenda. Donc, elle est essentielle. Pourquoi elle est essentielle? J'ai sans doute besoin de m'exprimer, c'est évident. Reconnaissance, pas forcément, parce que je cherche pas forcément un but à atteindre. Mais ce que j'adore, c'est vraiment le chemin que je parcours en me mettant en danger aussi. Dès que je sais faire quelque chose, je m'ennuie, techniquement ou artistiquement. C'est peut-être mon défaut, c'est-à-dire que j'arrive pas peut-être à avoir un certain style reconnaissable, même si d'autres disent que j'en ai un. Mais je change régulièrement. En tout cas, j'essaye de nouvelles lumières, de nouvelles techniques, des nouveaux appareils photo, des nouveaux cadrages, une nouvelle manière de raconter. Et voilà, j'ai pas vraiment une ligne éditoriale. Je fais ce dont j'ai envie. Et c'est le plus grand luxe aujourd'hui, c'est d'arriver à vivre de notre passion et de faire réellement ce que j'ai envie. Je me prostitue pas réellement en tant qu'artiste. Quand j'ai une commande qu'on me demande, j'arrive toujours à y mettre vraiment de moi, même si c'est quelque chose de très institutionnel ou corporate. J'arrive toujours à mettre quelque chose de moi là-dedans. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, voilà ce que je propose et c'est quelque chose de vraiment très personnel à chaque fois. Donc oui, c'est essentiel parce que c'est moi, tout simplement. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de respirer et j'ai besoin de créer à ma manière. En m'adaptant, bien évidemment, après aux contraintes commerciales et publicitaires, si on m'en demande, bien sûr. Mais j'ai besoin de créer comme j'ai besoin de respirer. C'est devenu vraiment un gage de survie, quoi. Sans ça, je m'éteins, et je l'ai constaté. Alors justement, on est en mars 2020, le premier confinement est annoncé. Comment vous réagissez? Le premier confinement est annoncé. Franchement, pour être honnête, j'étais assez content parce que c'était un peu des vacances forcées. J'avais enchaîné beaucoup de semaines de travail, un petit peu la tête dans le guidon, et je me suis dit, bon voilà, on est obligé de s'arrêter, c'est pas plus mal. Voilà, je l'ai pris comme des vacances forcées. Après, il y a eu la stupeur qui est arrivée de voir toutes les rues vides, de voir tout le monde qui est resté chez eux, de voir le monde entier qui s'était confiné au même moment, parce que par rapport aux autres confinements d'après, là, on était vraiment tous confinés chez nous, première fois que ça arrivait.
Donc, il y a dû peut-être avoir une semaine où j'étais ravi, la deuxième semaine, stupeur, la troisième semaine, ça gratte, la quatrième semaine, je m'ennuie. Voilà. Je m'ennuie surtout, voilà, ce qui me manquait. Je ne suis pas forcément misanthrope, ni très sociable, mais j'ai besoin des gens, de par mon métier et de par ce que je suis. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois de voir la même personne, on s'entend très bien depuis 14 ans, et voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, mais de ne pas avoir justement l'inconnu qui vient et l'onde inconnue qui vient dans le studio, et même moi ne pas pouvoir me déplacer vers d'autres ondes, là ça me manquait. Ça me manquait à tel point que j'en étais malheureux, j'en étais triste, j'en étais prostré, j'avais besoin de photographier, j'avais pas touché mon appareil photo pendant un mois. C'est la première fois que ça m'arrive. Même pour faire une petite photo dehors, faire des photos de fleurs ou de bêtises, mais là, pendant un mois, j'y ai pas touché. Et donc, ça commençait réellement voilà, à gratter un petit peu. Il fallait que je trouve un moyen de faire de la photographie, de témoigner éventuellement ma petite échelle de ce que je vivais, de ce que nous vivions. Et il y a un photographe italien, j'ai vu son travail, il faisait des photos euh, de personnes à distance, par Skype, justement. Donc, il leur demandait de poser par écran interposé, et lui, il prenait en photo l'écran, que l'écran. J'ai trouvé ça intéressant, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Ça aurait pu être un petit peu n'importe quand, et c'était que des femmes qui prenaient en photo. Il y avait un côté un peu trop érotique pour moi, et il y avait un côté trop voyeur. Ça m'intéressait pas forcément. Et donc, j'ai repris cette idée en la développant, et je me suis dit, comme personne ne vient dans le studio, je vais tirer mon fond, je vais mettre mes lumières, et au lieu d'avoir quelqu'un sur un tabouret ou quelqu'un assis devant moi, je vais mettre mon écran d'ordinateur comme étant une personne en elle-même. Et le seul moyen d'avoir un visage, une forme humaine dans cet écran-là, c'est de me connecter à quelqu'un. Donc je me suis dit, je vais organiser des shootings à distance avec des gens dans le monde entier, parce que je voulais témoigner également que tous les gens du monde entier étaient confinés au même moment que nous. Et donc, via les réseaux sociaux, via des amis de plusieurs festivals qui connaissent un Libanais, qui vont connaître un Américain, qui vont connaître un Russe, un Ukrainien, un Libyen, un Sud-Africanais, un Japonais. Enfin bref, j'en ai fait 41, donc je me connectais tous les jours. Et donc, j'ai créé ma série qui s'appelle Les Confinés. J'avais 41 ans à l'époque, donc je me suis dit, une série, il faut savoir la commencer, il faut savoir la finir. Donc, je me suis dit, je vais en faire 41. Donc, j'en ai fait 41 dans le monde entier. Et ça permettait enfin de pouvoir dialoguer avec d'autres personnes que mon boucher du coin, que mon mari, que mon médecin ou que la boulangère. Et de pouvoir aussi témoigner de comment ça va, juste ça, comment ça va toi, comment ça va dans ton pays. Donc il n'y avait pas ce côté journalistique dans l'écriture de ce qu'ils vivaient, parce que je ne leur ai pas demandé quel âge ils avaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, comment ils vivaient le confinement. Moi, je prenais juste une image, une émotion, une ambiance. Donc techniquement, tout simplement, j'installais mon appareil photo face à l'écran. Je prenais donc un plan large, parce que je voulais voir que le seul moyen qu'on avait de communiquer, c'était un écran. C'était quelque chose de technologique qui, habituellement, je trouve que les réseaux sociaux, euh, les écrans nous éloignent vraiment d'une manière inhumaine. Et là, paradoxalement, c'était le seul moyen qu'on avait de pouvoir être en contact avec d'autres personnes. Donc j'ai trouvé ça un peu antinomique. Donc je prenais en photo l'écran avec mes lumières, avec quelques fonds, quelque chose de très très simple. Et on dialoguait à distance, le plus souvent en anglais. C'était assez fatigant à la fin des premières journées parce qu'au bout d'un mois sans parler à des gens et sans faire de photographie, ben, l'œil devient paresseux, la voix devient paresseuse également. Donc, on ne perd pas notre œil, ça revient tout de suite, c'est comme faire du vélo, il n'y a aucun problème là-dessus, mais euh, il fallait s'y remettre. Il fallait s'y remettre après une période d'immobilité, même artistique. Et donc, je leur demandais d'abord de placer leur caméra ou leur iPad ou leur tablette ou leur ordinateur d'une certaine manière pour que je puisse faire mon cadre, comme si j'étais sur place. Donc j'aime bien les choses assez droites, donc je leur demandais de, voilà, de lever, baisser, enfin, etc. Un peu technique.
Et ensuite, une fois que l'image était posée, que mon cadre était fait, je les invitais à aller dans ce cadre-là et avoir une. C'est vrai que c'était un petit peu redondant, mais c'était un petit peu l'idée de la mélancolie, de se regarder soi-même. C'est la première fois qu'on était confronté au fait d'être. On était obligé d'être avec soi, qu'on soit seul ou qu'on soit avec une personne de notre entourage. Il n'y avait pas le choix, on était avec nos pensées, on était avec nous. Donc souvent, j'utilisais souvent aussi leur miroir et je leur demandais des fois ou leur ordinateur ou leur téléphone de les mettre juste à côté du miroir et de se regarder dans le miroir parce que c'était vraiment c'est ce que ça m'inspirait, on était face à soi-même et la plupart de ces gens-là étaient seuls chez eux. Donc, à part regarder par la fenêtre, regarder par terre, se regarder soi-même, ou regarder un film, ou lire, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, et je me rappelle d'un japonais, le japonais que j'ai eu, quand j'ai vu l'endroit dans lequel il vivait, ça m'a un peu atterré parce qu'il avait une petite fenêtre qui était grande comme ça, quoi, 50 centimètres sur 50 centimètres. Et il n'y avait que ça, voilà, de vision vers l'extérieur. Donc ça me permettait également, moi, de me dire, bon, je ne suis pas si mal loti que ça. Et puis voilà, pour témoigner aussi d'une manière graphique et artistique, d'aller chercher des gens plus loin. Et en fait, ça nous a tous unifiés. Je ne dis pas qu'on est encore en contact tous ensemble, je n'ai pas fait un groupe WhatsApp, etc. Mais dès que je les recontacte, il y a un petit lien qui s'est créé entre nous. Ils ne m'ont pas oublié. Et c'est vrai que ces gens-là, je ne les oublierai pas parce que c'est des gens qui m'ont permis de ne pas être seul à un moment donné où j'étais le plus renfermé sur moi-même par état de fait. C'est ce que j'allais vous Donc, c'est une demander, expérience. ce que ça vous a apporté, personnellement, de Bah déjà, décider de vous lancer dans ce projet? bah, pendant le deuxième mois de confinement, quand j'ai lancé ce projet, l'énergie est revenue tout de suite, au bout d'un jour ou deux. Donc déjà, l'énergie est revenue, j'étais beaucoup plus actif. Le cerveau fonctionnait également. Il y avait une émulation qui revenait, même physique, je transpirais, j'avais envie de me connecter, j'avais pas forcément envie de rester très longtemps avec eux, mais j'avais envie de faire des images de quelqu'un à New York, de quelqu'un à Moscou, de quelqu'un en Norvège. C'était quelque chose pour moi. Enfin, c'est vrai que je disais à mon mari, bon, tu m'attends pas, là, ce midi, je vais en Libye, 2 heures après, je vais en Afrique du Sud, tiens, ce soir, je vais au Japon. Enfin, c'était même, des fois, j'en avais 3 ou 4 dans la même journée. Je faisais le tour de la planète comme ça, et d'avoir des personnes qui étaient sur place, au Liban, en Italie, c'était hallucinant. Donc ça m'a redonné de l'énergie et ça a fait que le deuxième mois est passé très très vite. Autant le premier mois, c'était vraiment une lenteur, Mmh. l'éloge de la lenteur. Le deuxième mois est passé très vite et on est arrivé très vite au 11 mai. Ouais, je crois que les dernières séries, j'ai dû les faire le 9 ou le 10 mai, quelque chose comme ça. Et donc après, voilà, j'ai arrêté parce que même si d'autres pays étaient encore en confinement, je me suis dit, moi, je ne suis plus dans le même état d'esprit, je suis plus confiné, donc je ne ressens plus les mêmes choses, donc je vais pas les diriger de la même manière, je vais pas leur demander de poser de la même manière, alors que moi je suis entre guillemets libéré. Là, on était vraiment dans cette connexion, on était tous ensemble dans le même bateau. Alors ce que j'entends là, c'est qu'il y a une vraie connivence entre, l'énergie créative, l'élan et l'environnement dans lequel, vous vous trouvez et le fait d'avoir besoin d'être, dans quelque chose de commun avec les personnes avec lesquelles vous avez entrepris ce travail. Le moment du déconfinement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça s'enchaîne? Paradoxalement, je n'avais pas envie d'être déconfiné parce que j'avais construit une certaine forme d'intimité avec tous ces gens et j'avais envie de continuer en fait. J'avais envie de faire d'autres pays, même si je me suis dit j'en fais 41. J'en aurais bien repris pour un mois de plus, franchement, même quand je voyais la planète qui commençait à mieux respirer, les animaux qui commençaient à être de plus en plus à l'aise. Le rythme avait changé pendant 2 mois et ça me plaisait, c'était plus mon rythme à moi. Ne serait-ce que par rapport à la pollution, même par rapport aux gens. Je trouvais que les gens que je rencontrais dans la rue, à mon petit niveau, étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Ils avaient le temps de faire quelque chose. Euh, Même la famille était même pratiquement ravie de ces vacances forcées, de changer de rythme, même en travaillant de chez eux, mais voilà, ça a abaissé un petit peu ça. Voilà, on a un petit peu freiné, je trouve, même au niveau de la planète, et j'ai trouvé ça bien. Moi, je l'ai très bien vécu pour ça.
Et le déconfinement est arrivé, pour moi, trop tôt, parce que j'aurais bien, encore une fois, continué. Mais c'est comme tout, hein, une fois qu'on a passé on est redescendu en première, si on nous demande de remettre en deuxième, on y va et ça redevient naturel et on ressort et on réachète moi non, mais je voyais les gens qui reconsommaient, les gens qui se retapaient sur la figure et remanifestation et repollution. Et là, oui, ayant vécu cette pause pendant 2 mois et étant allé voir des étrangers chez eux, là, je me suis dit, mais on redevient comme avant, on n'a rien compris à ce qui nous arrive, on n'a pas pris assez de recul pour voir qu'il faut peut-être évoluer sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait et de la manière dans laquelle on peut vivre tout simplement. Mais donc ça m'a un peu dépité. Et pour finir, sur la succession des changements qu'on a vécus, collectivement, reconfinement, qui prend pas tout à fait la même tournure. Qu'est-ce qui se passe pour vous, donc fin octobre, début novembre, ce nouveau changement, qu'est-ce que ça entraîne? Le dernier confinement, pour moi, il n'a pas existé parce que j'ai jamais autant travaillé depuis le déconfinement de mi-mai 2020. J'ai pratiquement du monde tous les jours au studio. Moi, je prends qu'une seule personne par jour de toute façon, même en temps normal, parce que je préfère être vraiment connecté à la personne sans faire de grands trucs philosophiques, être connecté. Non, je préfère avoir la même énergie, une seule énergie par jour au studio pour être vraiment avec la personne, en face à face et être dans l'intimité. On boit un café avant, on discute, on pose les énergies et après on travaille. Donc je prends qu'une seule personne par jour au studio de toute façon. Mais là, j'ai pas vu la différence. Les tournages, les prises de vue, les séances photos étaient donc autorisées pour les professionnels. Euh, Moi, je faisais juste, la seule chose qui a changé pour moi, c'est que je générais une attestation employeur pour le déplacement des gens qui venaient à la maison. Euh, mais sinon, je n'ai vu aucune différence me concernant et j'ai jamais autant travaillé. Même maintenant, 3 mois après ce deuxième confinement, à l'aube d'un éventuel troisième, je n'ai vu aucune différence, même dans la rue. Et artistiquement, ça n'a rien changé pour moi. Et du coup, dans cette succession-là, toujours d'états, d'environnements qui se sont, qui ont été modifiés et qui ont bouleversé malgré tout, pas mal de choses. Cette énergie créative, que vous décrivez, quel a été le moment le plus compliqué? Est-ce qu'il y a un moment particulier que vous retenez, qui a été, un peu symbolique de toute cette période-là? Il y a quand même quelque chose qui me manque, c'est de faire des photos d'artistes dans les concerts, dans les salles de spectacle, de voir les gens applaudir d'autres artistes. Ça me manque cruellement. Et artistiquement, je m'ennuie un petit peu en ce moment, même si le travail est là. Mais il devient un peu répétitif là depuis quelques mois parce que c'est beaucoup de séances donc de studio. En général, ce sont des books pour les comédiens. Donc les books comédiens, ce sont vraiment des images de travail. Ce ne sont pas forcément des photos artistiques, ce n'est pas des photos de presse, ce n'est pas des photos de mode. Ce sont des photos assez simples à faire. Donc là, c'est un peu redondant artistiquement parlant. C'est pour ça que ces derniers temps, je me suis acheté un nouvel appareil photo argentique pour sortir de ma zone de confort, pour réveiller un peu mon instinct artistique, pour ralentir un petit peu le rythme aussi, parce que comme il est manuel, il faut prendre son temps de cadrer, de faire les réglages, d'être autrement que dans un comme ça. Et artistiquement, voilà, je m'ennuie un petit peu. J'essaye de trouver des palliatifs voilà, matériels pour essayer de changer cela. Et ce qui était compliqué, malgré tout, c'était encore la refermeture des salles fin octobre, début novembre. J'avais fait un concert au Casino de Paris et ça faisait genre 6-7 mois que j'en avais pas fait. Et tout le monde était ravi. Les techniciens, les artistes, les musiciens, tous les autres photographes, on était enfin. Et 2 jours après, paf, ils ont refermé les salles. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement violent, je trouve. C'est très violent parce que ça nous empêche de nous exprimer, en fait. Ça nous bâillonne, ça bâillonne les artistes et tous les métiers qui gravitent autour, bien évidemment. Parce que entre guillemets, pour un Florence Foresti, il y a 1000 personnes qui vont travailler autour, donc 1000 familles. C'est ça que les gens ne comprennent pas des fois. Ils disent oui, mais Florence Foresti, Pierre Arditi, Danny Boone, ils n'ont pas besoin de ça. Omar Sy, ils ont du pognon, ils s'en foutent qu'ils aillent. Mais non, c'est pas ça. C'est tous ces métiers qui gravitent autour.
des milliers de personnes. Il y a Dont vous faites partie? et dont je fais partie, bien évidemment. Donc c'est pour ça que si on nous enlève ça, ne serait-ce que les salles de spectacle, les festivals et tous les événements culturels, ben, je crois qu'au niveau de la culture, il y a quoi, 2 ou 3 millions de personnes qui travaillent en France pour ça. Donc 2 ou 3 millions de familles également, et qui génèrent beaucoup d'argent également. Et puis ben, nous, on meurt, quoi. Mmh. Parce que si c'est pour, entre guillemets, on a tellement, je pense qu'en tant qu'artiste, on a tellement eu de mal à assumer qui on était, déjà à se trouver, à s'affirmer et à assumer qui on était en tant qu'artiste, de ne pas être comme les autres, de ne pas arriver à se contenter d'avoir un travail comme les autres, que je respecte évidemment, mais moi, j'y arrive pas. Je peux pas, c'est physiologiquement, je ne peux pas faire le métro boulot dodo et d'être dans un autre métier qu'artistique et de m'exprimer. C'est peut-être très égoïste de parler comme ça, c'est peut-être très dédaigneux, mais j'ai essayé de le faire et je n'y arrive pas. Certains n'ont pas le choix et c'est pas évident pour eux. Moi, j'arrive à m'affirmer et j'arrive à assumer ça. Donc déjà qu'on a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à assumer ça, si en plus on nous ferme les portes et on nous remet dans une condition de routine, ben, c'est pas, il y a tromperie sur la marchandise, quoi. Surtout qu'on comprend pas vraiment pourquoi ils font ça. Ça confine, ça reconfine, il y a couvre-feu, il n'y a plus couvre-feu, on avance au couvre-feu. En plus, on a l'impression, je ne voudrais pas être au gouvernement en ce moment, bien évidemment, quoi qu'il fasse, c'est pas bien, mais il y a une certaine illogique là-dedans, et du coup, on a l'impression d'être pris pour des idiots, des pions, alors qu'en Cette fait, ouais. c'est vital pour nous, hein. On nous bâillonne, hein. Cette frustration-là que vous exprimez, Mm. qui est partagée par, grand nombre, de collègues, artistes de tout domaine, d'expression. Hem, Là, vous parlez de frustration. Est-ce qu'il y a, un peu le revers de cette dimension-là, quelque chose qui a apaisé, malgré tout dans votre pratique artistique au cours de cette succession d'environnements confinés, déconfinés, reconfinés? La seule chose positive que je retiens, c'est que malgré tout, on arrive à s'adapter. On est des êtres humains, on est des animaux, on est des, je sais pas, mais en tout cas, on s'adapte. Voilà, on survit, on s'adapte. On a toujours on a toujours la petite lumière et la petite étincelle en nous. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai encore. Ça c'est pas parti. Ça c'est un petit peu, voilà, c'est comme s'il y avait un peu moins d'oxygène dans une pièce, donc la flamme c'est un petit peu, un tout petit peu, pas éteinte, mais voilà, à diminuer un petit peu d'intensité, mais c'est quand même là. Et dès qu'il rouvre les vannes, en fait, voilà, on est plein de saumon et on y va, quoi. Et on sait que voilà, l'énergie est encore là et il n'y a pas de souci. Donc voilà, on ronge notre frein, on est un petit peu, on est en première, quoi. On a juste envie de passer la troisième. Mais sinon, non, il y a pas vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Non. Et quand vous dites: «On ronge notre frein», concrètement, physiquement, qu'est-ce que vous en faites de cette énergie-là? Parce que pendant les périodes où vous travaillez, vous décrivez des rythmes qui peuvent être, des heures, vraiment, importantes, des journées, très longues, on peu de sommeil, et ce qu'on peut connaître quand on est dans ces métiers de création où il y a l'emploi du temps est toujours, mouvant. Mais là, en étant arrêté dans son élan, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? On réussit à la canaliser? Comment ça se passe concrètement pour vous? On mange et on grossit. Non, mais je garde ce rythme d'avoir déjà une personne par jour au studio et j'ai de la chance par rapport à d'autres photographes qui sont vraiment à l'arrêt. Moi, je continue à avoir une activité quand même, quotidienne. Et peut-être que pour oublier tout ça, je me mets moins de périodes de latence entre plusieurs shootings pour, entre guillemets, me reposer et pour éviter de trop penser. Donc là, voilà, j'aime en ce moment enchaîner les gens tous les jours. Ça me permet de pas trop penser, de pas trop être dans une frustration de ne pas pouvoir faire de festivals, de concerts, ou juste de sortir, ou même d'aller dans les musées, même faire des photos de gens dans les musées. On a une envie de voir du beau, de voir autre chose, de voir ce que les autres font et de les voir en vrai. Donc c'est comme ça que je comble un petit peu mon ennui. Je le comble aussi en acquérant d'autres appareils photo aussi. Là, je me remets dans l'argentique, puisque on est dans une période assez lente et assez morne. Du coup, j'essaie voilà, de m'adapter au même rythme
que ce train dans lequel on est et qui a ralenti. Si je cours dans le train qui ralentit, au bout d'un moment, je vais me taper le visage à la porte du contrôleur. Donc, je n'ai pas envie de ça. J'essaye de rester dans ce même rythme-là. Et on s'adapte. En tant qu'artiste, on s'adapte et on arrive à trouver quelque chose malgré tout. On arrive à trouver un langage. Euh, mais en ce moment, ça stagne, quoi. Ça stagne et il est temps voilà, de remonter les énergies. Et en tout cas, même sans forcément faire beaucoup plus de choses, mais de savoir que c'est possible. Rien que ça libère quelque chose dans notre cerveau et ça nous inspire autre chose, même dans les séances, à mon avis, en face à face et en intimité de portrait. Le fait de savoir qu'on est un petit peu plus libre qu'avant, voilà, les énergies sont différentes, on se relève, on bombe le torse et voilà, on y va. Et l'énergie revient. Et là, Je sais pas. dans ce que j'entends, ce qui est vraiment très fort, c'est que vous n'êtes pas empêché de travailler concrètement. Vous pouvez faire des séances en studio. Mais le simple fait de savoir que vous puissiez être confiné et que du coup, vous ne soyez pas libre de vos mouvements à l'extérieur a une incidence sur la manière dont vous allez travailler. Bien sûr, puisqu'on n'est pas libre, on est enchaîné, on est un peu comme une prise d'otage, artistiquement parlant, et dans notre tête, on nous met des barrières. Quand on est artiste, normalement, on n'a pas de barrières. Euh, on a un état d'esprit qui nous permet de voyager dans notre tête, d'être complètement perché, comme on dit des fois, ce qui nous permet voilà, de nous élever un petit peu plus et de nous sortir de cette lenteur actuelle et de ces prisons dans lesquelles ils nous mettent. Mais malgré tout, oui, le fait de ne pas pouvoir faire des choses, le fait de le savoir, c'est invivable, quoi. Parce que justement, on sait qu'on a des œillères, c'est pas des œillères, mais on sait qu'on a des barrières, voilà, au-dessus, là, on sait qu'elles sont là. On peut vivre sans, évidemment, il n'y a aucun problème. Et on peut vivre avec. Mais le fait qu'elles soient là, moi, ça me perturbe, quoi. Et mon regard et mon langage n'est pas le même. Il n'est pas aussi libéré, il n'est pas aussi lumineux, il n'est pas aussi un peu ennuyeux, quoi. C'est clair que je m'ennuie. Depuis quelques mois, je m'ennuie. Matériellement, ça va, puisque je travaille, je peux encore travailler. J'ai la chance d'avoir un studio à la maison. D'autres photographes qui n'ont pas ça, je ne sais pas comment ils font, mais ils tirent la langue. Ils sont dans un état pitoyable. Euh, Parce qu'on leur empêche de créer, on leur empêche de faire des choses. Donc, après, il y a le bon côté. On essaye de voir le bon côté aussi. Ça permet à certains, et même pour moi, dans ma série des confinés, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et que j'aurais jamais pensé faire ça. Donc, ça nous permet, on a aussi cette capacité d'adaptation artistique parce qu'on a tellement besoin de ça qu'il y a un moment donné, si on ne nous le donne pas ici, ben on va essayer de le chercher ici. Donc, ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de nous recentrer sur ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on aimait faire, ce qu'on aimerait faire. Donc, au final, je trouve que c'est assez positif, même si c'est dur, mais c'est assez positif tout ça. Tout, euh, tout recentrage sur soi est intéressant, même s'il est très douloureux, mais c'est toujours intéressant de se recentrer vraiment sur qui on est. Et malgré tout, moi, c'est ce que j'en retiens, quoi. Et qu'est-ce que vous Finalement, avez appris de vous? bah déjà que j'étais un artiste. Parce qu'on a beau faire des photos, on a beau créer des choses, on a beau nous dire ah c'est bien ce que tu fais ou ah c'est intéressant, on n'a jamais confiance en nous, on se remet toujours en question et on se dit si ça se trouve je pourrais faire autre chose, je pourrais faire un autre métier comme les autres, comme toute la société nous dise oui ça va tu travailles 3 heures par jour, tu vas pas nous dire que tu es fatigué. Bon, on donne énormément de quotient émotionnel dans ce qu'on fait nous et ça m'a rassuré toute cette période-là parce que je me suis dit que sans l'art en fait ben, j'arrive pas à respirer, quoi. Donc ça m'a conforté dans le fait que j'étais vraiment un artiste, bien que ce terme soit un peu galvaudé aujourd'hui, parce que maintenant ça devient un peu, oh, celui-là il est un peu n'importe comment, c'est un peu un artiste, certes, mais donc ça m'a conforté dans le fait que j'étais un photographe, qui avait envie de continuer de vivre de cela, et que j'avais des choses encore à dire. Ça m'a aussi conforté là-dedans. On nous empêche de faire des choses, eh ben, vous inquiétez pas, j'aurai quand même quelque chose à dire, et je vais quand même trouver un moyen de m'exprimer et de faire quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc, ça m'a vraiment conforté là-dedans, le fait que j'arrive à m'adapter et d'arriver à créer quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui m'est personnel. Et dans l'affirmation de soi en tant qu'artiste, c'est vachement. C'est
essentiel, l'affirmation de soi. Donc là, vous décrivez ce que vous avez découvert de vous, une confiance dans votre pratique et une manière aussi d'accepter le regard des autres auxquels vous êtes confrontés concrètement quand vous avez fait cette série de confinés. Euh, Plus généralement, toujours dans l'idée de votre pratique artistique, est-ce que vous avez gagné ou perdu quelque chose pendant cette période? Je pense que j'ai gagné dans une certaine forme d'adaptabilité. J'ai gagné une sérénité malgré tout. Le fait de se dire que même si on reconfine, même si on est chez soi, on arrive quand même malgré tout à s'en sortir, psychologiquement et artistiquement. C'est peut-être dur, on est obligé de changer de braquet, on est obligé de changer de rail, mais on reste dans la même direction. En tout cas, moi, je reste dans la même direction. Ça m'a conforté dans cela. Je me souviens plus des questions. Est-ce que vous avez gagné ou perdu quelque Ah oui. chose et quoi? Non, moi j'ai plus gagné que perdu. J'ai plus gagné que perdu. J'ai gagné en autonomie aussi. De me dire également, même si dans ce métier on dépend énormément des autres, bien évidemment, et de leurs envies aussi. Là, le fait de ne pas être contacté pendant plusieurs mois, il y a un moment donné, il faut aussi qu'on se prenne en main et qu'on se dise, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je propose? Donc oui, j'ai gagné en autonomie, en confiance en soi également, parce que je me suis rendu compte que j'y arrivais tout simplement. On y arrive. Et j'ai rien perdu. Non, j'ai rien perdu. Ce qui a été éventuellement perdu, c'est la futilité des choses. La futilité de certaines séances photos, ou de certains types de séances photos, certains types de relations commerciales ou publicitaires. Voilà, ça, j'ai perdu ça, mais pour moi, j'ai gagné en me recentrant sur les essentiels, de mes essentiels à moi, sur quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup moins paillettes. Voilà. Ça, je l'ai perdu, mais dans le bon sens. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes formulé ou est-ce que là, en parlant, vous êtes en train de vous en rendre compte? Comment ça s'est passé? Non, je m'en suis rendu compte avec les mois qui sont passés, au fur et à mesure, et le fait de ne plus être sollicité pour des choses qui avant ne m'intéressaient pas forcément, mais qu'on faisait parce qu'on était dans ce rythme-là et on nous demandait et il fallait qu'on le fasse. Là, le fait qu'on ne nous le demande plus, qu'on me le demande plus, tant mieux. Je dis, ah, tant mieux, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que j'ai très bien pris toute cette période-là. Ça a permis justement à certaines personnes de ne plus me contacter, à moi aussi d'apprendre à dire non. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, en fait, par mon bien-être, tout simplement, par le bien-être que je ressentais et par le fait que j'arrivais de plus en plus à faire ce que j'avais envie, tout simplement. Donc on sent vraiment là que vous êtes saisi de tout ce que vous avez traversé pour en tirer le plus de positif possible. On est Euh, obligé, sinon on reste dans le trou, quoi. Sinon on reste à la cave. Moi, j'ai pas envie de ça. Je suis pas quelqu'un de très. Oui, allez, il faut se lever le matin, il faut travailler. Évidemment, il y a des moments où il y a des journées où on reste dans son canapé en se disant mais qu'est-ce que cette période, quand est-ce que ça va finir, dans quelle étagère, etc., etc. Toutes les grandes questions existentielles. Mais non, il y a une force qui m'anime, il y a une force qui me fait me dire que je suis sur le bon chemin. Voilà, qui me fait dire cela. Ça confirme qui je suis. Et ça confirme que j'ai envie de continuer à m'affirmer beaucoup plus qu'à montrer des choses publicitaires ou commerciales. Ça, je m'en fous. Côté reconnaissance et tout ça, public, franchement, je m'en fous de plus en plus. Euh, je veux juste qu'on reconnaisse qui je suis, quoi. Et de me reconnaître moi tel que je suis et de continuer à apprendre sur moi avec toutes ces petites pierres qu'on nous met sur notre chemin. Ça nous permet de nous connaître, nous, davantage. Ça, c'est formidable de connaître ça. Je suis à la moitié de ma vie, à peu près, j'ai 42 ans bientôt, et de se redécouvrir, en tout cas de renaître. C'est une espèce de renaissance pour moi. Je le prends comme ça, en tout cas. Je le prends comme ça parce que sinon je bois. Et comme j'aime pas tout ça, du coup, j'ai pas envie de me forcer à me faire
à être bourré tous les soirs. Donc non, j'ai pas envie d'être chagriné avec ces vapeurs d'alcool comme tous les artistes font des fois. Non, ça, c'est pas mon truc. Et pour conclure sur toute cette dimension des successions toujours de nos environnements, qu'est-ce que vous diriez qui vous manque le plus par rapport à notre vie d'avant, dans le monde d'avant? Ce qui me manque le plus, c'est d'aller dans des salles de spectacle, c'est d'aller au musée, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que photographe. Ça manque. De sentir l'énergie des autres, de sentir en fait les autres autour de soi. Encore une fois, je suis ni misanthrope, ni très sociable, mais j'aime avoir des petits moments qui équilibrent en fait mes énergies, des moments très solitaires et des moments où j'ai besoin d'avoir l'énergie des gens, de sentir l'émulsion, et ça manque. Ça manque d'être dans une salle de spectacle et de faire des photos d'un artiste sur scène. Ça me manque d'être en coulisses pour prendre en photo les artistes avant qu'ils rentrent sur scène, de les voir comme personne ne les voit, c'est-à-dire entre eux-mêmes et le personnage qu'ils vont jouer après sur scène, que ce soit au théâtre ou en musique. On est un peu quelqu'un d'autre quand on est sur scène. Ça me manque. Ça me manque. De voir d'autres artistes, en fait. Je peux les voir intimement chez eux, on boit un verre, on peut dîner, il n'y a pas de problème, on se téléphone, mais de les voir faire leur métier, ça me manque. Parce que moi, j'arrive à faire le mien, et eux, ils n'arrivent pas à faire le leur. Donc, ça me manque un peu. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque pas? Ça me manque tellement pas que je sais pas, que j'oublie. Non, ce qui me manque pas, c'est... Non, qu'est-ce qui me manque pas? Non, franchement, il n'y a rien qui me manque pas. Alors pour, conclure, je vais vous faire un petit cadeau, virtuel. Je vais vous donner une baguette magique et cette baguette magique, elle a un vœu que vous pouvez faire là, aujourd'hui, et donc ce serait lequel? Évidemment qu'il n'y ait plus du tout de virus, plus du tout. Que d'un coup de baguette magique, ça n'existe plus dans le monde entier. Et à la rigueur, qu'il n'y ait plus du tout de virus dans le monde entier. Mais je veux pas qu'on reprenne notre vie d'avant. Les gens n'ont pas compris que la vie d'avant n'était pas celle qu'il fallait pour nous, pour la Terre et pour les autres. Sans être partir trop loin dans les sphères philosophiques. Je pense qu'on a voulu nous donner un message avec ce virus-là, qu'on n'a pas compris, qu'on ne comprendra pas. Donc je ne suis pas forcément défaitiste, mais j'aimerais beaucoup que l'altruisme soit au centre de toutes les conversations, en fait, et la bienveillance. Ça paraît très bête de dire ça, mais c'est ce qui manque le plus. Et dès qu'on l'est avec les gens, ça leur fait tellement du bien que nous, ça nous fait du bien aussi à nous. Et ce sont des cercles vertueux comme ça. Donc en enlevant ce virus et plutôt, ouais, allez, coup de baguette magique, tout le monde devient altruiste, quoi, voilà. Sans être Mère Teresa, c'est pas, voilà, on va pas se donner tout et vivre dans le caca pour les autres. C'est pas ça le principe de l'altruisme. Mais juste être bienveillant et penser un peu aux autres avant soi-même, ça ferait du bien, ça. Parce que là, pour l'instant, on est tous recentrés sur notre petit truc à nous, notre petite maison, nos petits sous. Évidemment, il faut bien manger. Mais essayons de dépasser ça et allons un petit peu au-delà. Et soyons un peu plus, voilà, dans la bienveillance et dans le respect de l'autre. Et je pense que l'altruisme peut sauver le monde, mais pas le virus et ni les vaccins, c'est sûr. Et si on continue à se projeter dans l'après, même si c'est pas évident vu, le contexte, est-ce qu'il y aurait des choses à garder de toutes ces expériences successives que vous avez traversées depuis 1 an, et lesquelles? Et moi, je trouve qu'il faudrait garder le masque dans les transports, ça c'est génial. Ça c'est génial. Dans la rue, non, parce que ça c'est pénible. Et moi qui normalement j'ai des lunettes en marchant, c'est une horreur. Donc matériellement, on va dire, gardons le masque dans le métro, ça c'est très bien.
Après, pour s'élever un petit peu plus, non, mais c'est un peu une sélection naturelle que c'est très dur de dire ça, mais la sélection naturelle, elle s'applique là en ce moment. Les faibles sont touchés, c'est comme dans une espèce animale, hein, dès qu'il y a un problème, dès qu'on est confronté à une situation dangereuse, on voit ceux qui restent et ceux qui s'en vont. C'est une sélection naturelle, il n'y a pas le choix. Je ne suis pas défaitiste, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part continuer de vivre et essayer de s'adapter pour rendre nous-mêmes et les gens qui nous entourent un peu plus heureux, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Surtout en ce moment, là, voilà, on est en train de nous dire confinement, troisième confinement, pas confinement. Ça se trouve, dans un an, on en sera déjà au 10e. J'en sais rien, mais on sera encore là. On sera encore là, on se sera adapté, on sera encore vivant. Et d'autres se seront malheureusement suicidés, d'autres seront morts, oui, mais ça, c'est des décisions politiques. Mais essayons justement de nous élever un petit peu plus. Voilà, ça permet de survivre, en fait. Et Mathieu, pour conclure cet échange, je voulais vous demander quelle est l'image qui a été la plus marquante pour vous de toute cette période qu'on vient de traverser depuis le premier confinement? Il y a une image assez symbolique qui me vient tout de suite en tête. Ce sont les canaux de Venise sans aucune pollution. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Tout le limon, ou je ne sais pas ce que c'est, ou le sable qui reste au fond de l'eau, cette eau qui devient translucide, on a l'impression d'être aux Bahamas, alors que normalement cette ville, pour y être allé plusieurs fois, et il y a du passage, et ça sent mauvais, et l'eau elle est toujours marron-verte. Là on voyait les poissons, de ce que je voyais en vidéo, on voyait des poissons, il y avait une certaine forme de sérénité dans un endroit qui normalement bouillonne de trop de choses. Et là, on revenait justement, il y avait cette espèce voilà, de sérénité, tout, même physiquement, tout le limon voilà, se calme et va au fond. Et le mauvais reste en bas, et la transparence et la lumière prend le dessus. Ça m'a marqué. C'était très très beau à voir, et là, j'ai un regret, c'est de ne pas y être allé, de ne pas pouvoir y être allé pour voir ça. Je comprends, je partage. Voilà. Je vous remercie beaucoup Bah avec plaisir, merci. pour toutes ces confidences et je vous propose qu'on se retrouve dans un an pour continuer à échanger sur tout ce qui nous attend et qu'on ne connaît pas encore. Après le 26e confinement, je serai grosse comme ça, barbe, putain. Mais bon, on sera encore là, on sera là. Comment, je ne sais pas, mais on sera là, ça c'est sûr. Ça marche. Merci Mathieu.